Bon, ben, bienvenue à vous et merci d'être présent pour cette nouvelle discussion de cet après-midi qui va un peu clore la journée. Voilà, donc je voulais sans plus tarder déjà me présenter. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Cavrois et je suis délégué général d'une fédération qui s'appelle Santé Mentale France et qui a le plaisir d'organiser cette journée avec l'équipe Santé Mentale France Île-de-France, qui est à la manœuvre, ainsi que d'autres partenaires, les adhérents de Santé Mentale France Île-de-France, dont le CAPSI et d'autres adhérents voilà, qui sont pour beaucoup dans la salle là-haut. Voilà, deuxième chose, peut-être vous dire deux mots, Santé Mentale France, c'est une fédération d'acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie, très variés. Hein, ça peut être des personnes qui sont dans le soin, le sanitaire, le médico-social, le social, et aussi des associations d'usagers ou de leurs proches. Voilà, donc ça regroupe des acteurs très différents et de toutes les tailles. Ça va de la grosse structure à l'association avec une petite centaine d'adhérents. Voilà. Et notre rôle, c'est d'essayer vraiment de fédérer et de porter les intérêts et les causes de nos adhérents, parce que ensemble, on parle mieux, on parle plus fort, et voilà, et d'essayer d'organiser des réunions comme aujourd'hui où on se rencontre, on s'inspire mutuellement, et voilà, ça permet de savoir, d'avoir aussi une idée des ressources qui sont en place sur les territoires. Voilà, alors je vais vous présenter nos intervenants de cet après-midi. Je vais les présenter un par un, et puis après je leur donne la parole. Voilà. Donc tout d'abord, on aura le plaisir d'entendre Léocadie Soubirou, qui représente le SAMSA Prepsi. Voilà, alors Léocadie, elle est directrice adjointe du Prepsi. Et auparavant, alors vous allez peut-être me corriger, mais auparavant, vous étiez conseillère santé et protection sociale auprès d'instituts publics notamment. C'est ça. Voilà, et vous nous direz ce qu'est le Prepsi, ce qu'est un SAMSA et Prepsi, et comment le Prepsi a réfléchi à mettre en place tout un accompagnement avec un parcours personnalisé. Nous aurons après le plaisir d'entendre Pierrick Leleuf du CNIGEM. Alors le CNIGEM, c'est le collectif national Intergem. Voilà, et Pierrick est délégué général du CNIGEM. Il nous dira c'est quoi le CNIGEM, combien de GEM il fédère et quels sont voilà, les dossiers, les projets sur lesquels le CNIGEM travaille. Ensuite, nous passerons la parole à deux personnes du Clubhouse Paris. Alors, Mathieu et Karine, qui sont tous les deux membres du Clubhouse Paris, et on est ravis de les avoir à notre table aujourd'hui. Le Clubhouse Paris étant une association qui accueille et qui accompagne des personnes avec des troubles psychiques dans leur réinsertion sociale et professionnelle. Et puis on terminera en donnant la parole à Solène Brost, qui est neuropsychologue et qui a complété sa formation avec un MBA et une formation de coach d'organisation avec HEC. Et elle est aussi cofondatrice d'une plateforme qui s'appelle Mon Cher Psy. Voilà, elle nous dira ce qu'est cette plateforme et l'actualité de cette plateforme. Voilà, alors vous êtes bien dans la salle avec le thème, je vais le redire, il est un peu long, je suis désolé, mais en fait l'idée c'est santé mentale et quotidienneté, vous le voyez s'afficher. Ce qu'on s'est dit, c'est que on va essayer de répondre aux questions, enfin avec les exemples qu'on a, on va pas ça ne sera pas exhaustif, mais l'idée c'est un peu comment vivre au quotidien quand on a un problème de santé mentale ou quand on est concerné par un trouble psychique, comment rester actif, comment continuer à faire société, comment gérer sa vie de citoyen et s'épanouir au mieux possible. Voilà. Comment avancer donc dans son parcours de rétablissement et vers quelles ressources on peut se tourner. Voilà. Donc je suis ravi de passer la parole à Léocadie Soubirou. Merci beaucoup et un grand merci à vous pour l'invitation au nom de toute mon équipe. Alors je vais tenter de répondre à vos questions en présentant finalement mon service, donc qui est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, qui est situé à Paris dans le 13e arrondissement. La problématique que vous exposez là pour la table ronde et de manière générale la problématique du quotidien,
elle nous est très chère chez Prepsy. Pourquoi ? Parce que toute l'action de mon service vise finalement à proposer à des jeunes qui ont des troubles psychiques de vivre avec, tout simplement. Et on ne va pas complexifier plus que ça la question. Toute mon équipe a pour mission d'accompagner des jeunes qui, donc, chez nous, ont entre 16 et 25 ans, à réussir à comprendre et à vivre avec leurs troubles. Donc le service d'accompagnement médico-social que je dirige, il a une spécificité, c'est que nous, on se positionne vraiment sur de l'intervention précoce. C'est-à-dire qu'on intervient à un moment qui est charnière dans la vie d'une personne. C'est que les troubles viennent de s'installer. Il y a eu des premiers épisodes psychotiques et on est souvent dans une phase où on doit l'accepter, le comprendre, faire avec et puis surtout se retrouver face à un univers, l'univers du sanitaire, l'univers médico-social, l'univers social et puis également sa vie de tous les jours qui reste présente. Donc nous, le quotidien, de manière très concrète, donc j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes médico-sociales. Donc j'ai aussi bien des profils qui vont travailler sur les aspects médicaux des troubles des jeunes que tout un pôle social qui va travailler sur aussi bien l'insertion scolaire, dans l'emploi, mais aussi dans la vie du quotidien. Comment gérer mon budget, comment faire mes courses, comment faire des repas équilibrés, comment avoir des amis, comment regagner confiance en moi, comment prendre les transports parce que j'habite à Paris et qu'avoir peur de prendre les transports en commun, c'est très compliqué. Comment, voilà. Et donc, toutes ces comment et toutes ces questions de la vie quotidienne, que nous tous nous posons d'ailleurs au quotidien, on les traite avec les jeunes selon leurs souhaits. Et c'est une problématique, j'en parlais juste avant avec une personne qui est peut-être dans la salle, sur comment on accompagne des jeunes qui sont peut-être pour la plupart perdus après un épisode difficile, aigu, parfois après une sortie d'hospitalisation. Mon équipe travaille à verbaliser tout ça avec chacun d'entre eux individuellement. Donc on prend chaque jeune avec ses ressources, ses envies. Parfois, il arrive plus ou moins bien à les exprimer, donc on travaille aussi sur comment faire exprimer une personne, lui ouvrir tout un champ des possibles qu'il a pu refermer ou en tout cas peut-être qu'il ne connaît pas en raison de ses troubles. Donc on travaille énormément sur la déstigmatisation et sur comment proposer à ces jeunes, moyennant leurs troubles, de vivre avec dans une vie dite ordinaire. Donc ça passe par plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'on travaille avec chaque jeune sur un projet qui s'appelle projet d'accompagnement personnalisé. Donc on travaille des objectifs qui sont celui des jeunes et pas les nôtres, celui du jeune. Alors on essaye parfois d'élaborer avec lui quand il y a parfois plus ou moins du mal à les élaborer, mais on travaille un projet d'accompagnement personnalisé et ensuite on travaille dans l'environnement du jeune. C'est-à-dire que nous, dans mon service, on fait très peu de consultations sur place. On va chez le jeune, dans son environnement, dans son quartier, dans sa vie à lui en fait. Et c'est une dimension qui est très importante, notamment pour éviter, entre guillemets, de ramener la personne au service auquel il a en ce moment besoin, c'est-à-dire le nôtre, mais de le maintenir dans son milieu et que ce soit nous qui venions à lui pour travailler chez lui avec son environnement à lui. Donc la vie quotidienne, et là, aujourd'hui c'est moi qui prends la parole, mais mon équipe serait bien mieux placée que moi pour parler parce que c'est mon équipe qui au quotidien accompagne nos 70 jeunes sur toutes les dimensions de leur vie et ils font un boulot remarquable. Mais c'est vraiment de dire, finalement, comment on peut vivre une vie, retrouver du sens à sa vie, retrouver des projets, moyennant des objectifs qui peuvent paraître parfois très simples et qui sont particulièrement difficiles pour certains, moins difficiles pour d'autres. Donc on fait également un travail important d'ouverture sur l'extérieur, c'est-à-dire que le jeune, on ne lui suffit pas et on ne veut pas qu'on lui suffise parce que sinon on va rentrer dans une forme de relation chronique entre un jeune et un service d'accompagnement médico-social, ce qui pourrait être totalement contre-productif à l'âge où les jeunes sont justement jeunes. Donc on travaille aussi beaucoup sur quelles ressources environnantes autour de lui peut prendre le relais en complémentarité de notre action. Donc des structures, d'ailleurs il y en a avec qui on a échangé tout à l'heure, mais soit des ressources médico-sociales ou pas du tout, des associations, des clubs sportifs, et donc on passe du temps, on essaye, on n'a pas assez de temps pour ça, mais on essaye de le faire de plus en plus, et j'ai une équipe qui a vraiment à cœur de faire ça, de nouer des liens avec l'extérieur pour que le jeune, petit à petit, il sente qu'il puisse se retourner vers d'autres ressources, qu'il voit qu'il y ait des liens et qu'il ne dépend pas que de nous. Alors, je ne sais pas, parce que j'avais dit de faire signe si jamais j'étais trop longue, parce que je fais des phrases à rallonge, mais du coup, comme vous n'êtes absolument pas dans mon angle de vue, je ne peux pas voir les gestes me disant de faire plus court. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à déjà les premières questions ou s'il y a des éléments à creuser, n'hésitez pas à me le dire.
Mais voilà, donc on a vraiment une approche médico et sociale, et je ne l'ai pas dit, mais on essaye tant que possible de prendre le relais du sanitaire et de travailler avec le jeune pour éviter, tant que possible, on ne peut pas toujours, une réhospitalisation et vraiment travailler sur le maintien en vie réelle. Donc on a des chouettes indicateurs de réussite, de jeunes qui reprennent une formation, ou de jeunes qui parviennent à avoir un logement seul ou en colocation, ou des jeunes qui veulent absolument rester à domicile avec les parents ou l'entourage, mais qui sont bénévoles dans une ferme. Et voilà, donc on a vraiment des chouettes avancées, et nous, voilà, ce qui nous porte, c'est vraiment de faire avec chacun ses envies, sa singularité, pour le remettre dans un quotidien déstigmatisé et puis en connaissance de cause, donc avec effectivement des troubles. Merci Eukadie. Ce que je propose, c'est qu'on fasse assez vite la prise de parole de chaque intervenant et qu'on puisse faire la part belle ensuite aux échanges avec la salle et aux questions. Donc gardez vos questions à côté de vous, et puis comme ça on pourra prendre les questions au fur et à mesure ensuite. Merci bien. Donc je propose ensuite à Pierrick Leleuf de prendre la suite pour le CNIGEM. Alors bonjour à tous, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc moi je suis Monsieur Leleuf, je suis coordinateur dans un groupe d'entraide mutuelle en Bretagne, à Lannion précisément, et autrement je suis aussi le représentant du collectif national intergroupe d'entraide mutuelle. Donc aujourd'hui, les groupes d'entraide mutuelle sur la France, ça représente presque 700 GEM qui couvrent l'ensemble du territoire et les territoires ultramarins. Et puis donc spécifiquement un petit peu sur l'Île-de-France, il y a aujourd'hui 86 groupes d'entraide mutuelle. Et donc, bien évidemment, ça tend à se développer. Donc, très succinctement, sans trop rentrer dans les détails, mais un petit focus sur les groupes d'entraide mutuelle. La spécificité, c'est que c'est effectivement une association financée par la CNSA, avec un budget à peu près de 83 000 € par an. Et donc l'idée, ce budget-là couvre les charges fixes et les salaires pour faire fonctionner donc une structure associative qui a vocation à rompre l'isolement et redonner, on va dire, une place de citoyen à des personnes fragilisées par des troubles psy, ou alors côté aussi un peu préventif pour des personnes qui souffrent d'isolement, qui ne sont pas forcément encore dans le soin. Mais voilà, c'est important aussi d'ouvrir et de savoir que les groupes d'entraide mutuelle, c'est on va dire un accueil assez large. Et il y a majoritairement des GEM qui sont pour les personnes avec une fragilité psy, mais il y a aussi des groupes d'entraide mutuelle pour les personnes TSA, qui ont des troubles du spectre de l'autisme, pour les personnes cérébrolésées, et autrement, il y a aussi quelques spécificités au niveau des territoires où il y a des groupes d'entraide mutuelle qui se sont constitués par rapport à, on va dire, une problématique qui leur est propre. Donc c'est quand même assez, on va dire, assez divers. Donc le gros intérêt, c'est que la loi 1901 permet d'avoir des objectifs très différents d'une association à l'autre. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans les groupes d'entraide mutuelle. Donc vous allez avoir des groupes d'entraide mutuelle qui sont un café-concert, par exemple, plus destinés à des 18-25. Et puis vous allez avoir des groupes d'entraide mutuelle qui sont plus axés sur, je ne sais pas moi, la musique. D'autres on gère un restaurant, d'autres organisent des mariages, d'autres gèrent une exploitation agricole. Enfin, c'est très 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 varié. Et l'idée, c'est que les personnes en elles-mêmes, on va répondre un petit peu à leurs envies. C'est pour ça que c'est très très varié. Et on va essayer de prendre l'envie et puis travailler ensemble, donc pour recréer de l'envie, recréer de l'enthousiasme, pour reprendre de l'énergie, et ensuite rebondir pour aller retourner un petit peu, on va dire, vers d'autres acteurs associatifs, une vie professionnelle, etc. Et donc les groupes d'entraide mutuelle ont quand même une particularité aussi, c'est que la majeure partie d'entre eux sont gérés à 80-90% par les adhérents eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a la moyenne nationale, je crois que c'est 1,5, mais bon, c'est plutôt moins, on va dire, sur le terrain.
un 5 équivalent temps plein. Donc c'est assez peu quand on accueille 80 voire 150 adhérents. Ça fait quand même un certain volume. Et donc la combine, c'est de travailler avec les adhérents eux-mêmes pour qu'on aille le plus possible pour avoir des actions qui sont par et pour les adhérents. Donc prenons un cas concret, par exemple dans le groupe d'entraide mutuelle où moi je travaille. Nous avons depuis quelques temps la chance d'accueillir, je dis la chance, mais pour le groupe c'est une chance, une personne qui avant était cuisinière dans un lycée. Et puis quand elle est arrivée en retraite, c'était un peu compliqué, sa retraite, etc. Elle n'a pas vécu d'une façon très sereine. Et depuis quelques temps, elle est au groupe d'entraide mutuelle et elle fait atelier cuisine. Donc elle fait atelier cuisine, donc voilà, elle sort aussi de chez elle, ça l'oblige un petit peu à revenir un peu, reprendre une vie sociale. Et puis après, il y a un repas convivial comme beaucoup d'associations. Et là, il y a une réciprocité forte. Donc le GEM a vocation à pouvoir donner et la personne a la possibilité de redonner par la suite. Et donc cette notion d'échange et d'entraide mutuelle est vraiment forte. Et on a des actions de paire et danse sur l'ensemble des échelons. Vous avez de la paire et danse au niveau des animateurs, de la paire et danse au niveau des adhérents, paire et danse au niveau des parrains qui accompagnent un petit peu les groupes d'entraide mutuelle. Et je dirais aussi, pour finir la présentation, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez avoir des personnes qui sont des personnes aidées le matin, et l'après-midi, ce sont des personnes aidantes. Donc cette réciprocité-là, elle est émouvante et elles peuvent se faire quotidiennement. Donc tout le monde s'y retrouve un petit peu, même les personnes qui sont bénévoles. Elles peuvent apporter quelque chose, mais elles peuvent aussi, faire l'atelier informatique ou je ne sais quoi. Donc ça amène tout de suite une richesse collective qui est vraiment très intéressante dans la santé mentale. On en est tous convaincus. Donc autrement... ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur Paris, Île-de-France, il y a une spécificité territoriale qu'on trouve assez peu au niveau de la France. C'est que sur un tout petit périmètre, vous allez avoir plein de GEM. Donc l'intérêt, là où on voit que certains adhérents se sont appropriés ce maillage, on va dire territorial, c'est que vous avez une personne parfois qui est adhérente de 3, 4 GEM. Parce que, en fonction des fois de ses disponibilités, des activités qui sont mises en place ou des places que peuvent avoir les adhérents d'un GEM à l'autre, c'est pas toujours la même chose. Mais d'une façon comme ça globale, il se passe des choses intéressantes. Et ça, on le peut parce que voilà, il y a un mode de transport différent, par exemple à Paris et Île-de-France, que vous ne retrouvez pas dans d'autres villes. Et donc, ça facilite les interéchanges entre groupes d'entraide mutuelle quand il y a des journées intergem ou choses là, et ça ramène encore autre chose. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant, très spécifique à l'Île-de-France et à Paris. Et puis, autrement, ce que je voulais aussi préciser, c'est que aujourd'hui, le territoire manque cruellement de groupes d'entraide mutuelle. Il y en a clairement pas assez. Donc là, on est presque à 700, mais il faudrait plus du double pour être bien. Parce qu'il y a une forte demande. On est tous conscients de la période post-Covid que l'on vit. On espère que ça va s'arrêter, mais on voit que la santé mentale, c'est compliqué. Encore aujourd'hui, et les groupes d'entraide mutuelle qui sont vraiment à la première ligne, on voit qu'il y a des personnes qui sont en demande, qui arrivent, qui demandent c'est quoi le groupe d'entraide mutuelle, et avant qui n'étaient pas du tout concernés par des difficultés d'ordre psy. Voilà, je voulais juste faire un petit focus sur ce que disait tout à l'heure ma voisine. Là où on est vraiment raccord, c'est qu'il y a un gros manque au niveau de l'accompagnement des 18-25. C'est vraiment exponentiel. Au niveau du CNIGEM, on voit vraiment qu'il y a un gros manque. Et là, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, je souhaitais aujourd'hui le préciser. Le CNIGEM milite pour que dans chaque ville où il y a un groupe d'entraide mutuelle, il faudrait qu'il y ait un doublon automatiquement sur le public des 16-25. Donc voilà, ça veut dire une volonté politique forte de remettre des choses en place. Mais aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas faire l'économie de ça, parce que ça devient très, très problématique. Et
comme on l'a souligné aussi tout à l'heure, les premiers signes, les premiers troubles de la fragilité psy, c'est une période cruciale, hein, les 16-25. Donc, faut pas jouer, je pense. Donc, autrement, il y a une étude qui va sortir prochainement. Donc, je vous invite, ça sera sûrement au mois de décembre, une étude sociologique qui a été commandée par le CNIGEM sur le pouvoir d'agir des acteurs des groupes d'entraide mutuelle à l'épreuve de la Covid. Qu'est-ce que ça a changé de positif et de négatif, mais de voir un petit peu comment on peut évoluer, comment notre société va réagir. Les groupes d'entraide mutuelle, c'est très réactif, parce que le support associatif le permet. Donc dans le sanitaire, le médico-social, c'est beaucoup plus cloisonné, beaucoup plus compliqué à bouger. Le secteur associatif a cette chance. Et donc, il s'est passé plein de choses dans les groupes d'entraide mutuelle. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher, parce que je pense que vous avez tous un groupe d'entraide mutuelle près de chez vous. Je vous invite à voir un peu ce qui s'y fait. Bien évidemment, les bénévoles sont les bienvenus, de voir un petit peu aussi les possibilités qu'il y a dans cette notion un petit peu de retrouver une place de citoyen, de rompre l'isolement de personnes. Il y a une richesse vraiment très forte. Et donc, c'est une multitude de passerelles qui vont après permettre aux personnes, ou soit de se rapprocher des côtés un petit peu institutionnels, mais aussi des associatifs, des partenaires. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Juste pour terminer, on va prendre un virage ou on ne va pas le prendre. Donc je pense qu'il est important qu'on tire un peu tous dans le même sens, tous avec le positionnement qu'on a, pour dire que la santé mentale aujourd'hui, elle a vraiment, vraiment besoin d'un coup de booster bien supérieur à ce qu'elle l'est aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierrick, et merci d'avoir partagé avec nous aussi certains enjeux que le CNIGEM représente au nom de tous les GEM. Alors il y aura certainement des questions après. Mais je voulais vous proposer qu'on passe par la parole à deux personnes sur un registre vraiment de témoignage. Voilà. Donc, est-ce que Mathieu est d'accord pour commencer ? Je peux commencer, oui. On m'entend là ou pas ? On peut l'encourager, Mathieu, je pense. Vraiment, parce que... C'est vrai que c'est un peu une première pour moi là, de pouvoir discuter du parcours et de ce qu'on fait aussi au sein du Clubhouse, parce que l'on est membre du Clubhouse Paris avec Karine, et moi j'y suis depuis 5-6 mois, après un long temps d'arrêt médical avec bref. Et c'est vrai que l'asso, on est basé sur une réinsertion sociale et professionnelle. Donc moi qui étais dans un temps d'arrêt où je n'ai pas pu reprendre le travail pendant plus de 5-7 ans même. Et c'est vrai qu'on perd de l'estime de soi, on perd de confiance, on perd plein de choses quand on s'arrête comme ça, un peu d'exister ou d'être présent, et même de se projeter dans un futur emploi alors qu'on n'a plus de rythme et que... Voilà quoi, parfois ça peut être dur, et c'est vrai que le club dans lequel on est d'un accompagnement réel et qui permet de développer des compétences aussi bien que du savoir-être que du savoir-faire. Et c'est vrai que ça permet, c'est ça, et tout en plus, on est assez soudés au sein du club, donc on se soutient tous. Et c'est vrai que ça fait du bien, et de voir en fait que des tâches comme on a régulièrement des réunions, donc il faut se concentrer, il faut apprendre à réécouter, et c'est vrai qu'on regagne dans l'estime de soi quand on voit et qu'on perçoit qu'on peut ouais voilà, en fait tout aussi bien reprendre le travail, et que faut y croire, et l'asso comme le Clubhouse aide vraiment à se projeter et de donner des objectifs professionnels tout en étant un accompagnement, ainsi de pouvoir créer aussi son emploi du temps comme on l'entend. C'est ça aussi qui est bien, c'est on se donne nos objectifs pour se dire tiens là ça serait bien et tout de récupérer un rythme de 2-3 jours dans la semaine, j'y vais le matin, j'y vais l'après-midi, mais vraiment ça booste et tout à se remettre dans un contexte semi-professionnel.
Donc moi, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire là. Karine, je te laisse la parole. Bonjour, c'est une première pour moi aussi de parler en public. Alors j'ai écouté avec attention la première personne qui a parlé sur les problématiques des jeunes qui se retrouvent avec un handicap psychique et toute la difficulté qu'il y a à comprendre ce qui leur arrive et à trouver une voie pour réussir malgré tout à s'épanouir. Mais en fait, je me disais, c'est exactement la même problématique quand ça arrive plus tard dans la vie. Et à la limite, c'est encore plus compliqué parce que quand on a vécu et on s'est forgé une personnalité, on s'est créé un environnement, on a une carrière et un jour on se retrouve dans une situation avec un trouble psychique aigu, et bien c'est vraiment un effondrement, une incompréhension totale de soi-même pour commencer, et puis il y a tout qui s'effondre parce qu'on n'arrive plus à travailler normalement, éventuellement on n'y arrive plus du tout. Au niveau relationnel, ça peut impacter beaucoup les relations qu'on a avec les autres parce qu'on va être tellement démunis qu'on va se replier sur soi, on va même pas être capable de parler de sa souffrance. Et donc, voilà, je comprends qu'il faille des programmes qui soient peut-être plus ajustés aux envies, aux besoins des jeunes, mais je pense que quand la maladie psychique frappe, qu'elle se manifeste à n'importe quel âge, c'est dramatique. Et moi, il y a aussi la difficulté du fait qu'il y a des ressources qui sont disponibles. On le voit à travers ce salon. Il y a beaucoup de ressources qui sont très bien, mais c'est très difficile de s'informer quand on n'a jamais été concerné par la question. Et c'est souvent un long parcours, déjà un long parcours pour être diagnostiqué correctement, un long parcours pour se remettre, pour trouver un traitement qui va nous stabiliser et nous permettre de retrouver une certaine présence d'esprit, une certaine énergie. Et puis, même quand on a ces deux conditions remplies, on a tout à reconstruire. On a notre environnement social à reconstruire, retrouver une perspective d'avenir, reconstruire éventuellement, repartir sur un parcours professionnel. Et c'est très difficile parce que moi je sais que j'ai vécu 10 ans de ce parcours dans une très grande solitude et vraiment assez désespérée, mal de par mon trouble, mais aussi ne voyant pas trop de perspective, une façon de m'en sortir. Et c'est à ce moment-là où, par chance, j'ai eu connaissance du Clubhouse Paris et je suis allée voir et j'ai trouvé un environnement qui vraiment répondait à tous mes besoins dans le sens où c'est un lieu de vie, un lieu de contact pour recommencer à socialiser, à renouer ne serait-ce que des conversations, renouer des dialogues et avoir des activités pseudo-professionnelles mais qui vous remettent en position de responsabilité d'une chose que l'on perd énormément. Et il y a une flexibilité aussi au niveau de l'emploi du temps que je n'avais pas trouvé ailleurs. J'avais trouvé des programmes de réinsertion, mais qui étaient très
comment dire, très structuré, sur une durée précise, avec des horaires précis. C'était un parcours où il fallait aller de A à B à C. C'était très structuré et trop structuré pour moi, au point où j'en étais. Et le Clubhouse a permis que je me restructure à mon propre rythme, ce qui était très important. Et l'autre chose, c'est un lieu non médicalisé. Et ça aussi, ça nous fait beaucoup de bien, parce qu'on est forcément nous sommes suivis par des psychiatres, des psychologues. Mais au sein du Clubhouse, il n'y a plus cette relation soignant-soigné. Il n'y a plus de relation verticale. Et les quelques salariés, notre directrice et quelques salariés du Clubhouse, on crée une relation de pair et danse entre membres, mais aussi au niveau des salariés et de la directrice. C'est une organisation qui est plus horizontale qu'à l'habitude, où les membres peuvent vraiment se mettre en responsabilité à différents niveaux de fonctionnement du Clubhouse. Et on fonctionne entièrement sur le principe de la cogestion, c'est-à-dire qu'on est toujours impliqué avec un autre membre ou un salarié sur le fonctionnement. On prend en charge, les membres prennent en charge le fonctionnement même de l'association. Et il y a aussi beaucoup d'activités qui sont proposées, des ateliers, des activités, voilà. Et on accompagne les gens en réinsertion professionnelle, et les salariés accompagnent les membres pour le maintien dans l'emploi, qui est une problématique, parce qu'il ne suffit pas de retrouver un emploi, il faut réussir à s'y maintenir. Et ça aussi, le Clubhouse Paris nous accompagne à ce niveau. Donc, c'est une des ressources vraiment que je trouve vraiment essentielles. Les autres ressources sont très importantes aussi, mais voilà, sachez qu'il existe des endroits qui vont être là, qui vont nous permettre d'évoluer, et il faut simplement faire circuler l'information. Voilà. Mathieu et Karine, un grand merci. C'est la première fois que vous témoignez. Oui. Eh bien, on a hâte de vous voir dans 10 fois. Non, merci infiniment. Je propose, on va passer la parole à Solène Brost, et je propose qu'on se garde un bon quart d'heure pour pouvoir échanger avec les questions que vous auriez. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je suis encore un petit peu émue. Je vous remercie pour vos témoignages. C'était vraiment très intéressant, et merci beaucoup de nous accueillir dans ce lieu impressionnant. Merci à Santé Mentale France pour nous laisser aujourd'hui la parole sur ces questions cruciales de santé mentale. Je vais essayer de répondre un petit peu aux problématiques que j'ai entendues tout à l'heure de la part du GEM, mais aussi de Prepsy sur l'accompagnement des jeunes, etc. Et le manque de ressources, d'accompagnement, même si j'entends que là, en l'occurrence, vous avez trouvé un accompagnement qui vous convient plutôt pas mal. Mais en tout cas, moi, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et du coup, nous, de ce qu'on a mis en place et de ce qu'on a cherché à apporter. Moi, je suis psychologue, je suis neuropsychologue de formation. J'ai travaillé pendant une 15aine d'années en entreprise, dans des cabinets spécialisés en santé au travail, donc pour accompagner des salariés qui vont pas bien. On avait divers dispositifs pour cela, des numéros verts, de la formation, des coachings de dirigeants, etc. Et j'ai retiré de toutes ces années finalement un constat un petit peu sur les dispositifs existants
et notamment sur le numéro vert. Parce que quand on parle de formation ou de diagnostic, on est plus dans la prévention primaire, donc en amont des troubles, donc on sensibilise, on est en amont. Et puis dès qu'on parle de prévention tertiaire, c'est-à-dire une fois que les troubles sont installés, qu'est-ce qu'on fait ? À part les numéros verts, finalement, il y a assez peu de dispositifs. Et puis sur ces numéros verts, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que seulement 1 à 3% des salariés les utilisent. C'était les chiffres à l'époque, sur 30% de salariés qui se disent en souffrance. Ça, c'est les chiffres des études aussi avec Opinionway. Celui de mars 2022, il nous disait que 34% des salariés étaient en souffrance. Et donc, moi, mon constat était, finalement, on a si peu de personnes prises en charge par les dispositifs existants, 1 à 3%, et quand je dis 1 à 3%, sur ces 3%, il y a aussi des appels juste pour être mis en relation avec un RH, ce qu'on ne fait pas. Il y a les appels pour se plaindre qu'on n'a pas touché son salaire, donc on ne fait pas non plus. Il y a les appels pour faire remonter de l'information, ce qu'on ne fait pas non plus puisqu'on est tenu au secret professionnel. Donc finalement, au final, c'est une très petite proportion de salariés qui peuvent être aidés via ces dispositifs. Alors je me suis posé la question et on a fait toute une étude avec, à l'époque je refaisais un MBA à l'IAE de Paris, on a fait tout un sondage pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi ces dispositifs étaient si peu utilisés, qu'est-ce qui se passait, etc. Et finalement la problématique numéro 1 qui revenait, c'était la question de la confidentialité, de l'anonymat. Quand on est dans son entreprise, aller parler à un psy, et si le psy fait savoir à mon employeur que j'ai appelé, et si ça me retombe dessus, et si, enfin toutes ces questions, tout ce manque de confiance finalement dans les dispositifs. Quand on appelle un numéro vert, on dit mais on appelle qui ? J'appelle un psy sur une plateforme au Maroc, enfin on ne sait pas sur qui on tombe, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quel bilan, quelles suites vont être données, donc ça fait finalement très peur. Et donc c'est un petit peu à partir de ce constat-là que je me suis dit mais c'est pas possible, il faut trouver quelque chose, il faut qu'on trouve une alternative pour prendre en charge tous ces salariés. Et dans le cadre du MBA donc je faisais à ce moment-là, on a travaillé avec une équipe d'ingénieurs et des enseignants de haut vol à mettre en place un projet de plateforme. Donc il y a une plateforme, alors c'est très à la mode les plateformes, il y a des plateformes surtout aujourd'hui, une plateforme de mise en relation entre les salariés et des psychologues cliniciens en libéral. Le but, c'est que les salariés n'aient pas besoin d'appeler un numéro vert, c'est qu'en 3 clics, ils puissent prendre rendez-vous avec le psychologue qui est en bas de chez eux, qui connaissent, en qui ils ont confiance, et que de façon complètement confidentielle, anonyme, transparente, voilà, les psychologues soient payés par nous et que nous, on facture à l'entreprise. Donc, pour qu'il n'y ait aucun lien entre les psychologues et l'entreprise. Donc ça, c'est un dispositif qu'on a commencé à mettre en place. Donc là, on était en plein Covid. En plein Covid, quand j'ai commencé le recrutement des psys. Aujourd'hui, c'est un réseau de 2000 psychologues sur toute la France. Ce sont tous des psys certifiés. Alors là, là-dessus, pour moi, c'est un psychologue, c'est un numéro ADELI, c'est-à-dire c'est des diplômes Bac+5, c'est le numéro ADELI permet aussi de reconnaître une pratique clinique, d'accord ? Alors je suis médisante, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on ne voulait pas, c'est que ce soit potentiellement un coach, je ne sais quoi, formé 15 jours à je ne sais quelle thérapie, ou un psychothérapeute dont on ne peut pas vérifier les diplômes, etc. Donc ça, là-dessus, on a été très très carré dans le recrutement des psys. Aujourd'hui, donc, on couvre toute la France, et ça, c'est très important. Et puis, depuis quelques mois, j'ai fait une rencontre, et c'est souvent les rencontres qui font bouger les choses, qui font avancer les choses. J'ai rencontré Didier Meyrand, le fondateur du Psychodon. Psychodon, dont le but premier est de déstigmatiser la santé mentale, c'est-à-dire, voilà, on parlait des jeunes, ils font un gros travail de communication auprès des jeunes. Comment pousser à la consultation, comment faciliter l'accès aux soins, etc. Et on a réfléchi ensemble, et on a réfléchi comment on pouvait travailler ensemble. Et lui, il m'a dit, mais Solène, c'est super ce que tu fais, mais il faut ouvrir aux particuliers. Alors moi, ce n'était pas dans mon concept au départ, il fallait repenser un petit peu les choses. Et finalement, donc, on a fait évoluer un petit peu la plateforme, et aujourd'hui, n'importe quel particulier peut accéder via la plateforme Mon Cher Psy, www.moncherpsy.org, prendre rendez-vous avec le psychologue de son choix, donc en étant sûr que ce soit un psychologue certifié. Et après, bon, ça se passe, c'est en libéral, donc là, voilà. Mais on permet d'assurer que les prises de rendez-vous vont bien se passer, et avec un psychologue de qualité.
Pour nous, c'est aussi important, c'est que c'est une plateforme solidaire avec, voilà, le but c'est que ce soit de toucher le plus grand nombre, et notamment les jeunes qui sont sensibles, qui sont très à l'aise avec le numérique, etc. En 3 clics, voilà, en 3 clics, ils peuvent trouver le psy qui leur convient le mieux, qui est à côté de chez eux, et ça pour nous, c'était vraiment un des critères. C'est très simple d'utilisation, il n'y a pas besoin d'avoir Bac+12 en informatique, d'accord? Il y a vraiment 3 clics, hein. Je sélectionne sur la première page, je repère les 3 psys qui sont autour de moi, je regarde leur profil, on me propose des horaires, je clique, j'ai pris rendez-vous. Donc le but, c'est que ce soit vraiment très simple, et même quand on ne va pas bien, que ce soit voilà, très accessible à tous. On a des engagements qui sont forts, et je vais terminer bientôt là-dessus, parce que je ne sais pas où j'en suis dans mon timing, mais je vais finir par avoir des gros yeux à côté de moi, mais je pourrais vous en parler pendant 2 heures. Donc des psys certifiés, ça je l'ai dit, bien sûr, on a un suivi donc, très important avec un SAV, le retour possible si ça ne se passe pas bien avec les psys, etc. On est à but non lucratif, donc le but c'est vraiment que ce soit accessible à tous. Et puis, on accompagne, pour les entreprises, on accompagne les DRH dans toute la mise en place des dispositifs. Voilà. Donc, pour conclure, hein, c'est une prise de rendez-vous directe avec un très large de choix de psychologues possibles, voilà, en quelques minutes. On peut définir aussi sa modalité de consultation par téléphone, par chat, voilà, ou en face à face, bien sûr. Et puis aussi, c'est la liberté de choisir son psy, mais c'est aussi la liberté de changer de psy quand on le souhaite. Hein. C'est pas un engagement. Hein. Quand on choisit son psychologue, bien sûr, on peut changer. Et ça, c'est important de le dire. Tout à l'heure, on parlait des jeunes, etc., et on parlait de l'accès aux soins. C'est vrai que la difficulté aussi, et on en parle souvent, hein, c'est... vous savez qu'on a avancé quand même avec le dispositif, notamment Mon Psy, sur le remboursement, hein, des consultations psy. Ça, c'est très important. Il faut savoir que tous les psychologues sur la plateforme précisent, hein, s'ils sont ou pas rentrés dans ce dispositif, ce qui vous permet aussi, voilà, de pouvoir bénéficier du remboursement des consultations. Et je vais conclure là-dessus, mais parce que c'est vraiment pour moi une avancée. Enfin, quand j'ai fait mes études, moi, il y a 15 ans, en tant que psy, on rêvait, comme les médecins, d'avoir le remboursement des consultations, enfin la reconnaissance de notre métier, la reconnaissance de notre travail et de l'impact. Alors bien sûr, le dispositif n'est pas parfait. Pour certains psys, bien sûr, les tarifs sont voilà, ce qu'ils sont, bien sûr. Mais pour nous, à mon avis, c'est un premier pas, et c'est un premier pas qui est extraordinaire, malgré tout, dans l'avancée sur la prise en charge de la santé mentale et sur l'accès aux soins pour tous. Voilà, et je voulais conclure là-dessus parce que c'était, pour moi, très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Solène. Et on sait que cette mesure a fait beaucoup débat, donc c'est important et fait toujours débat, mais effectivement, comme le dit Solène, on le voit aussi comme un élément, une première étape. Et je trouve que c'est important parce que aussi, moi, de ce que j'ai pu observer depuis quelques années dans cet univers de la santé mentale, on voit que les personnes qui ont des troubles psychiques, bien sûr, sont suivies par un psychiatre, on va dire quasi en totalité, il y a toujours des ruptures, mais voilà. En revanche, ils ne prennent pas toujours soin des conséquences des maladies, des troubles sur effectivement leur vie sociale, enfin, les conséquences de la maladie que ne prennent pas en charge les psychiatres en tant que tels, sauf exception rare. Voilà. Merci à vous 5. Je propose de vous donner la parole le plus vite possible, voilà, sachant qu'il nous reste un petit quart d'heure, donc n'hésitez pas. Et merci à Aboubakri qui va passer les micros. Oui. Alors, mon cher psy tout attaché, ouais. Oui. On peut y aller pour les questions au micro. D'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Jean-Pierre Maffir. Donc je relevais par rapport à toute votre intervention des points qui m'ont interpellé quelque part. Donc concernant les jeunes, puisque jadis, lorsque je professais en tant que formateur référent, je faisais l'insertion. Donc je suis tombé sur un groupe de jeunes. Le groupe de jeunes, ils ne voulaient pas se faire aider et ils étaient dans le déni. Donc voilà, j'en ai fait référence à l'institution.
Et l'institution m'a dit que ce n'était pas leur rôle de faire ce genre de choses. Donc le matin, ils venaient. Je sais, en tant que, moi je suis éducateur technique spécialisé, donc je faisais en sorte de me faire un étayage le matin, et par contre le soir ils étaient livrés à eux-mêmes. Donc je demandais s'il y avait la possibilité de faire un partenariat, une collaboration avec un cabinet de psy, de façon qu'ils puissent venir. J'ai pas eu de suite. Donc concernant les jeunes, ensuite après il y a pas d'écoute le soir. Généralement, les personnes se retrouvent tout seules le soir. Le soir, il y a plein de choses qui se passent. Le matin, ça peut passer. Mais par contre, le soir, il n'y en a pas. Donc, éventuellement, de voir s'il y a une possibilité de faire une ouverture, ce genre de choses. Il y a aussi l'interlocuteur principal. Des fois, on n'en a pas. Il y a concernant les infos, côté personnel et côté professionnel, des fois, ça manque. Et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça puisse se diffuser? Éventuellement, des tuteurs ou des accompagnants, des fois ça fait défaut. Ensuite, après, ou bien des ressources, des fois il n'y en a pas du tout. Et pour finir, le rythme du personnel, c'est-à-dire que quand j'écoutais madame avec son témoignage, des fois, dans les institutions, on ne prend pas en compte le rythme de la personne. On a toujours tendance à prendre le rythme de l'institution, c'est-à-dire que 400 heures, c'est 400 heures, point barre. Et donc, des fois, que les personnes ne sont pas là. Le plus important pour elles, c'est déjà de venir. Et ensuite, après, on les presse en disant 400 heures, c'est 400 heures. Donc, je suis confronté à ce problème-là et personnellement, ça me chagrine un peu. Merci. Merci à vous pour toutes ces remarques et compléments et questions. Peut-être, j'ai envie de... Mais tout le monde peut intervenir, mais peut-être à Léo Cardi, parce que vous êtes plus spécifiquement être attentif aux pré-psy sur les jeunes. Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique ou et ce n'est pas incompatible, comme le disait Karine, finalement, les problématiques, on les retrouve quel que soit son âge? Alors, je pense que vous avez tout à fait raison sur la question du rythme, parce que nous, on a un service, alors bon, j'ai mon équipe avec moi, mais nous, on a des jeunes à qui on ne peut pas donner de rendez-vous le matin, la plupart, parce que fatigue, parce qu'effet secondaire des traitements, parce que ce serait brutal, et de toute façon, qu'est-ce qui se passerait? Soit ils ne viendraient pas, soit si mon équipe fait des visites à domicile, ils n'ouvriraient pas. Donc, on est obligé et on travaille au quotidien autour de la fréquence acceptable des rendez-vous. Donc à chaque fois qu'on voit des jeunes, notamment à l'entrée et aussi quand on révise leur projet d'accompagnement personnalisé, on va voir avec eux la fréquence. À quelle fréquence penses-tu pouvoir réussir à t'engager auprès de nous, considérant ta semaine et ton quotidien en ce moment? D'accord, 2 fois, on essaye et on voit. Et on réévalue. Ok, le matin, toi tu te lèves tu te lèves à 15h, très bien. Bon, bah écoute, nous, on va intervenir plutôt en fin d'après-midi, mais on compte sur toi. Donc on va essayer de poser des objectifs et de s'adapter à chacun. Après, effectivement, c'est aussi, toute l'équipe a aussi une mission d'aider le jeune et d'aider les jeunes à se remettre tant que possible dans un rythme, dès qu'il le peut, qui est un rythme de vie quotidien. Donc quand on travaille par exemple avec eux pour, trouver un stage ou une formation, on va essayer de trouver des stages l'après-midi ou des stages à temps partiel. On essaye d'être très vigilant à ça parce qu'on peut mettre quelqu'un en grande difficulté en ne respectant pas le rythme et en se calant au rythme institutionnel. Après, on a des contraintes qui sont celles que moi, je n'ai pas un hébergement, j'ai pas un établissement mais un service, donc j'ai pas d'astreinte de nuit par exemple. Donc effectivement, ça comporte des limites, mais on a tout un système, nous, de surveillance des jeunes, de leur état. J'ai une collègue qui pourrait témoigner, mais tous les matins, on passe nos 70 patients, qu'est-ce qui s'est passé la veille, qu'est-ce qui va se passer demain. Donc on essaye d'être très à leur écoute. Et sur l'autre point que vous souleviez par rapport à ça, je pense que ce qui est aussi très important, c'est de travailler avec eux, alors le champ des possibles, mais aussi les défis qu'ils veulent également, éventuellement se donner. On a des jeunes qui nous disent, nous, venir à votre SAMSA dans le 13e, c'est impossible, parce que c'est trop loin, j'ai peur de prendre des transports. Très bien, on peut se voir dans les cafés. J'ai des collègues qui font parfois des entretiens dans un café ou qui vont aller à domicile. Voilà. On essaye de trouver l'environnement dans lequel le jeune va adhérer.
Et c'est pour revenir sur votre premier point, quand vous dites il y a des jeunes qui ne veulent pas. Bah ouais, nous on a des jeunes dans notre service, c'est pas eux qui ont demandé à un SAMSA d'être accompagnés par un SAMSA, déjà parce que personne ne sait ce qu'est un SAMSA, avant d'en avoir besoin objectivement. Et deuxièmement, parce que la plupart du temps, c'est une orientation. Moi, les jeunes qui sont adressés à mon service, c'est une orientation soit du secteur, donc du secteur sanitaire duquel je dépends, ou bien de la maison départementale des personnes handicapées, dans de rares cas, les familles. Très rares. Et donc, effectivement, c'est rarement la personne qui va toquer à la porte en nous disant « Bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Non, parce que vraiment, personne ne connaît ces services et ce n'est pas ouvert au grand public. Donc, on a ce travail, nous, effectivement, de trouver des points d'adhésion avec chacun. Et tous les jeunes n'auront pas le même. Il y en a, on va les faire adhérer direct parce que je vais leur dire « On a un éducateur sportif et tu vas pouvoir aller faire un peu de sport. Et après, on fera le psycho après. On verra. » Et en fait, on essaye, et ça, je m'appuie sur l'équipe pluriprofessionnelle que j'ai et que j'ai la chance d'avoir, parce qu'on a des métiers très différents dans mon structure, de trouver le point d'adhésion et de réussir ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, qui peut prendre plus ou moins de temps. On a des jeunes, ils vont arriver dans le service, ils vont être très 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 demandeurs, d'autres ça va être plusieurs mois avant qu'on trouve le truc. Et parfois trouver le truc, c'est aller à domicile, aller dans dans le salon, voir un objet, que la personne dise « Ah oui, je l'ai ramené de tel endroit » et hop, ça y est, on a trouvé le point d'accroche. Le domicile et l'environnement du jeune aident beaucoup parce qu'on a des références environnantes et des points d'accroche qui vont être plus simples. Après, c'est un travail de longue haleine et parfois après l'alliance thérapeutique, une fois qu'elle est installée, on peut développer plein d'autres choses. Mais je vous rejoins, c'est compliqué d'aider des personnes qui ne sont pas toujours demandeurs. Par contre, on fait tout avec leur consentement, évidemment, c'est fondamental. Enfin, ça ne se discute même pas. On va peut-être passer, on n'a pas pu traiter tout, mais passons peut-être à une autre question pour faire circuler. Oui, bonjour, Eric Winkel, administrateur de l'AFTOC, Association française des personnes qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs. Alors j'ai eu la chance, vous m'avez invité à un colloque Clubhouse il y a une paire d'années, et c'est une superbe association, enfin j'apprécie beaucoup. Alors dans les présentations des personnes, des pathologies dont souffrent les personnes, il n'y avait pas les TOC. Et je pense que j'avais posé la question, et bon, que vous alliez certainement reprendre ça, mais je ne suis pas sûr que c'est bien. Enfin, si vous pouvez intégrer des personnes qui ont des TOC, et est-ce que les pathologies, est-ce que ça dépend des pathologies en fait, la façon d'accueillir les gens chez vous? Voilà, merci. Karine. Alors, effectivement, on n'a pas listé les TOC spécifiquement faisant partie des pathologies, mais on accepte absolument les personnes aussi avec des TOC. En fait, on accepte toute personne souffrant ou vivant avec un trouble psychique. Donc, effectivement, les TOC rentrent tout à fait dans cette définition, et peut-être qu'effectivement il va falloir qu'on l'inclue un peu dans notre discours, comme autre chose que j'aimerais qu'on inclue, c'est le stress post-traumatique. Donc voilà, je pense qu'on peut améliorer un petit peu notre communication à ce niveau, mais voilà, l'association est toujours en constante évolution. D'accord. Entrer en contact. Merci. Est-ce que pas d'autres choses à compléter? Voilà. On passe à une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de faire un commentaire ou de poser une question à l'un ou l'autre? Alors, c'est quoi être jeune? Ça, c'est une question parce que chaque service et chaque établissement a ses tranches d'âge, ce qui complexifie beaucoup le parcours. Et j'ai été assez sensible quand vous avez dit, madame, avoir mis plusieurs années à trouver qui pouvait vous aider, combien de temps. C'est un retour qu'on nous fait tout le temps à tout âge, hein. Moi, les parents des jeunes ou les jeunes aussi, et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument agir, l'information et savoir où aller, parce que c'est dramatique et en fait, ça donne lieu à quoi? À de la psychose non traitée. Parenthèse fermée. Mes jeunes chez moi, c'est des 16-25 ans, c'est-à-dire que j'inclus entre 16 ans et 25 ans, après un premier épisode psychotique, et derrière, on va s'occuper, on va les accompagner jusqu'à la début trentaine, sauf si ça va mieux avant, et après on va passer le relais à des SAMSA adultes,
qui commencent souvent les tranches d'âge à partir d'une trentaine d'années ou à d'autres structures médico-sociales. Merci. Alors, Pardon ? Non, en fait, moi j'inclus entre 16 ans et 25 ans, donc à l'inclusion, donc ils commencent à avoir droit à l'accompagnement de mon service. Et en fait, après, il y a plusieurs scénarios. On a des jeunes qui vont beaucoup mieux et qui vont avoir besoin simplement d'un suivi libéral, par exemple. D'autres qui vont avoir besoin d'une continuité d'accompagnement. Donc, on va, nous, chercher avec eux les autres possibilités d'accompagnement. Ça peut être un SAMSA adulte, un SAVS, enfin, il y a plein d'acronymes et plein de structures en France. En revanche, on ne laisse jamais sortir un jeune de notre service si on n'a pas une orientation qui a été proposée et validée avec lui, parce que sinon, on crée des ruptures de parcours et enfin, c'est exactement contraire à ce qu'on veut faire. On va prendre une question au fond de la salle. En fait, je n'ai pas de question. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une multitude de dispositifs et je pense que nous n'en manquons pas. Le problème, c'est que pour des gens qui entrent dans la pathologie et qui ont besoin d'être aidés, même nous, en tant que professionnels, on est surpris de voir des structures exister alors qu'on ne le savait pas. Et pourtant, globalement, on est plutôt en veille. Ça, c'est le premier point. Les SAMSA font un travail formidable, les GEM font un travail formidable. Heureusement qu'il y a ces témoignages aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est très peu connu. Donc on a quand même un problème de communication et d'information. Et le deuxième point, c'est que je ne vois pas la plus-value de mon cher psy par rapport à mon psy, par rapport, il suffit de taper psychologue de la région. À partir du moment où il y a psychologue, il y a numéro Adélie. Ils sont certifiés, heureusement, puisque c'est Adélie. Donc je ne vois pas votre plus-value, si vous voulez, par rapport à ce qui se fait déjà. Voilà, c'est juste une question si j'en ai une. Oui, on va vous passer la parole à cela. Oui, merci. Alors, comme je le disais, hein, la plus-value, au début, le dispositif, c'était une mise en relation entre psychologue et salarié. Hein, d'accord donc là, pour les entreprises, il n'existe pas d'autres dispositifs où les salariés peuvent prendre rendez-vous directement avec le psychologue de leur choix en libéral. Les médecins du travail qui font... c'est complémentaire, la médecine du travail, c'est une alternative. Oui, tout à fait. Ça, c'est une alternative, bien sûr. Mais en tout cas, pas pour l'accès au psychologue. C'est jamais un accès direct. Et ce que nous disent les salariés, c'est que devoir appeler une première personne sur un numéro vert pour après qu'on vous envoie voir un psy. Et puis finalement, si c'est pas le bon, devoir rechanger. Au final, j'ai raconté mes difficultés 3 ou 4 fois. Et c'est difficile. C'est une exigence émotionnelle qui est forte. Donc nous, notre but, c'était de passer un petit peu tous ces intermédiaires et que la personne puisse directement choisir son psychologue elle-même parmi un panel de psychologues certifiés. Et je ne sais pas si vous êtes psychologue, mais sachez qu'il est possible de vous inscrire sur la plateforme. À partir du moment où vous avez un numéro Adélie, c'est tout à fait possible. D'accord. Non, Alors non, ce n'est pas un annuaire, mais merci pour cette question. Alors pour l'entreprise, est-ce que vous comprenez la plus-value pour l'entreprise? Là peut-être c'est plus simple. Après pour le particulier, en effet, il peut aller sur n'importe quel annuaire, il peut prendre dans le bottin et trouver un psychologue, etc. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas la différence entre un psychologue, un psychiatre et un psychothérapeute. Hein. Donc déjà, il y a cette partie pédagogique à expliquer. Et puis après, trouver un psychologue, si on ne nous précise pas ses orientations, ce qu'il fait, le type de personne qu'il reçoit, si ce n'est pas notre voisin qui nous a conseillé, parfois ça peut être difficile. Alors peut-être que pour vous c'est évident, mais ça ne l'est pas pour tous. Et donc le but c'était de simplifier cette démarche. Voilà. Mais je vous remercie pour vos questions. Merci bien. Il y a une autre question, et puis après on va conclure. Encore une? Non, ce n'est pas une question, simplement, c'est comme on parle beaucoup de psychologues, je voulais simplement rappeler que le dernier numéro de Pratique en santé mentale est consacré aux psychologues. Il y a une magnifique oreille sur la photo de couverture, et c'est là où on voit que les psychologues font un métier extrêmement diversifié. Et bon, je recommande cette revue. Merci Clément pour cette remarque. Et avant d'écouter l'autre question, allez-y, mais juste pour la première partie de la réaction de la dame sur effectivement, il y a vraiment un enjeu, on le sait, dans beaucoup de domaines, mais dans le milieu de la santé mentale, de faire connaître, hein, vous aviez tout à fait raison, comment faire connaître ces initiatives.
Il y en a certains qui sont connus, mais jamais assez, et d'autres qui ne sont pas du tout connus et qui gagneraient à être connus. C'est un des enjeux de journées comme celle-ci, d'essayer de mettre en lumière les pratiques, que ce soit dans les stands en haut ou dans les témoignages. Et je ne peux que vous encourager aussi à vous adresser au CAPSI, avec un des représentants ici, Aboubakri, qui fait un gros travail de cartographie, d'identification des acteurs sur le territoire et qui est vraiment très utile pour... N'hésitez pas, si vous cherchez des choses, appelez-les et ils vous orientent. Alors moi j'avais une question très concrète sur Mon Cher Psy. De ce que j'ai compris, les factures ça passait par vous et après vous refacturiez aux entreprises quand c'était aux salariés que ça serait adressé. Et c'est sur quel montage? Parce qu'on sait que les services de santé au travail, il y a une contribution, une cotisation des entreprises. Mais vous avec Mon Cher Psy, est-ce que c'est des partenariats avec certaines entreprises spécialisées? En tout cas, quel montage vous aviez pour que les consultations psychologues des salariés puissent être prises en charge par l'entreprise? Alors, ce que je propose, c'est que je vais passer la parole à Solène Brosse, mais peut-être que dire où est-ce qu'on peut trouver peut-être le détail de tout ce fonctionnement, parce que ce que je vous propose, c'est qu'il est 20, voilà, et on va conclure dans les 2-3 minutes qui suivent. Tout à fait. Alors, je vous remercie. Alors, je n'ai pas précisé tout à l'heure, puisque ce n'était pas l'objet sur la facturation, mais en effet, ce qu'on propose souvent, c'est des forfaits, et puis avec un nombre de séances prépayées par salarié. Donc, comme ça permet de ne pas dépasser, d'être dans un nombre de séances maximum par salarié, et ça permet pour les DRH de pouvoir anticiper un petit peu les coûts. Quand je disais tout à l'heure sur les numéros verts qu'on était à 1,3% des salariés qui les utilisent, là, sur la plateforme, on est plutôt autour de 4 à 5%, mais ça reste très mesuré, donc ça reste un budget qui est facilement évaluable pour un service de ressources humaines. Alors, est-ce que, je m'adresse aux intervenants, est-ce que l'un ou l'autre, vous avez envie de dire quelque chose avant qu'on conclue cette table ronde? Karine? En fait, je voudrais te remercier, Jean-Philippe, pour nous avoir réunis tous, et particulièrement pour donner la parole aux membres du Clubhouse. Merci, Karine. Bravo. Ça va, Mathieu? Bon, encore merci à vous tous d'avoir de manière très complémentaire apporté votre pierre à l'édifice. Bonne soirée à vous. Merci encore d'être venus sur cette journée. Je vais reciter, pour bien faire mon boulot, nos partenaires. Donc la région Île-de-France qui nous a aidé à organiser cette journée. Le CNAM qui nous accueille aujourd'hui. Le groupe Orpea Clinéa qui nous a aussi soutenus pour cette organisation. Et puis tous les adhérents de Santé Mentale France Île-de-France. On peut les applaudir et merci à vous. Bonne soirée.